Merci du coup à toute l'équipe OPEX pour l'organisation des 48 heures. Donc je vais vous parler d'agriculture, alors pas seulement d'agriculture urbaine, mais d'agroécologie au sens large, et de système alimentaire, et notamment de sa durabilité. Voilà, donc j'ai intitulé la conférence « Semer l'agroécologie et s'aimer le changement », dans le sens où il y a urgence d'essaimer le changement agroécologique. Donc pourquoi ce sujet autour de l'alimentation? Parce que l'alimentation est au cœur de ce qu'on appelle les limites planétaires. Qu'est-ce que c'est les limites planétaires? Il y en a 9, et l'agriculture participe de manière large à la dégradation des écosystèmes, l'agriculture conventionnelle, l'agriculture intensive, de manière assez importante. Alors on peut le voir déjà dans un premier temps au niveau de la biodiversité, avec la déforestation et les pesticides, qui jouent à 80%, l'agriculture est responsable à 80% de l'effondrement de la biodiversité. Au niveau de changement de l'usage des sols, on est à hauteur de 90% aussi, dû notamment à la déforestation. On a tous cette image de l'Amazonie qui part en fumée à cause de l'agriculture intensive. Au niveau de ce qu'on appelle les cycles de l'azote et le phosphore, de la même manière, l'agriculture a son rôle, est une cause majeure de cette perturbation des cycles, à hauteur de 80%. Concernant le climat, à moindre mesure, l'agriculture est autour de 25%. Et concernant la dégradation du cycle de l'eau douce, lequel je reviendrai un peu plus tard, l'agriculture est responsable à hauteur de 84%. Donc ça, on va dire, c'est un peu le mauvais côté de l'agriculture aujourd'hui, comme on la connaît. Et on voit qu'elle est vraiment au cœur de ces limites planétaires. Cependant, donc l'agriculture, on le voit sur cette image-là, elle peut être donc la cause des dégradations environnementales, mais elle peut être aussi vulnérable notamment au changement climatique et aux aléas climatiques. Mais une nouvelle agriculture émerge, qu'on appelle l'agroécologie, sur laquelle je vais développer tout au long de ma conférence, qui, au contraire, régénère le vivant, mais aussi stocke du carbone, régénère donc la biodiversité, le vivant, est capable aussi d'améliorer le sol, d'améliorer la fertilité des sols. Et donc là, on parle d'agriculture régénératrice ou d'agroécologie. Voilà un peu, donc l'agriculture, elle peut être la cause des problèmes, elle est aussi vulnérable, mais elle est aussi régénératrice selon le type d'agriculture. Donc c'est un sujet d'actualité, la vulnérabilité de notre système alimentaire. L'IPES Food, donc c'est un peu le GIEC de l'agriculture. C'est l'institut qui analyse un petit peu la durabilité de notre système alimentaire. Et en 2024, donc l'an dernier, à peu près il y a un an, il y a un article qui a été publié qui s'appelle The Global Food Crisis in the Age of Catastrophe. Donc en gros, on est à l'âge des catastrophes du système alimentaire, dû à sa vulnérabilité. Et certains experts parlent même de potentiel effondrement du système alimentaire. Donc je vous parle de système alimentaire, mais qu'est-ce que c'est le système alimentaire? Il y a différents acteurs. Donc on pense directement bien sûr aux producteurs, aux agriculteurs, mais on a aussi toutes les entreprises agro-industrielles, l'agroalimentaire, donc celles qui vont transformer nos produits alimentaires. On a aussi bien sûr nos distributeurs, donc toutes les grandes surfaces, mais aussi les moyennes surfaces, tous les distributeurs, c'est les commerçants vers qui vous dirigez pour acheter votre nourriture. Vous avez nous, les consommateurs, mais aussi ceux qui vont gérer nos déchets, les entreprises qui vont vendre des intrants agricoles, notamment des engrais de synthèse, des pesticides et des semences. La politique foncière agricole, notamment qui se joue à l'échelle européenne avec la politique agricole commune. Et tout ce qui va concerner le transport et la logistique. Donc ce système alimentaire, c'est un vaste réseau d'acteurs qu'on caractérise par un système alimentaire donc, qui est complexe, du fait qu'il y a une multitude d'acteurs qui font marcher ce système. Il est à flux tendu, ce système est à flux tendu, ça veut dire qu'il y a quasiment nulle part des stocks. Chaque grande surface, si elle n'est pas approvisionnée chaque jour, le lendemain, il n'y a quasiment plus rien, il y a des denrées qui sont périssables, donc chaque acteur ne stocke quasiment rien. Le meilleur exemple, c'est notre plus grand marché européen qui s'appelle Rungis. Rungis, il n'est pas approvisionné tous les jours, c'est la panique dans Paris au bout de 48 heures ou 72 heures.
Ce système, il marche à l'énergie. Il est énergivore et il est surtout basé sur du pétrole. On va le voir un peu plus loin. Il fonctionne au pétrole. Il est mondialisé, c'est-à-dire que la plupart des acteurs du système alimentaire, maintenant, sont imprégnés un peu partout dans le monde. Et il est numérisé. Ça veut dire que chaque transaction passe par Internet, chaque évaluation de stock, de logistique, etc. se fait via le numérique. Voilà un petit peu pour caractériser notre système alimentaire. Alors, je vous ai dit que ce système alimentaire, il est vulnérable et on va voir l'ensemble des menaces qui pèsent sur ce système alimentaire, dans un premier temps. On verra ensuite qu'il est performant, ce système alimentaire actuel, mais au contraire, qu'il n'est pas robuste. On verra la définition de performant et de robuste, et on va comparer, dans un deuxième temps, le système alimentaire performant actuel et le système désirable, qui serait un système alimentaire robuste. Et enfin, on verra ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, pour aboutir à un système alimentaire robuste. La première menace, le premier enjeu, vous le connaissez tous, c'est le changement climatique. Alors le changement climatique, j'ai mis une petite citation de Cyril Dion, que vous devez connaître, un journaliste qui a notamment réalisé le film Demain, il y a quelques années déjà. Nous sommes la première génération qui ressent l'effet du changement climatique et certainement la dernière à pouvoir y faire quelque chose. Donc c'est vraiment une phrase qui, moi, me parle. Et je vous ai mis quelques petites images qui correspondent aux conséquences du changement climatique sur l'agriculture. Vous avez tout à gauche une sécheresse, mais aussi des inondations. Et là, c'est un problème de gel tardif en viticulture, avec ce qu'on appelle des bougies qu'allument les viticulteurs pour lutter contre le gel. Alors le changement climatique à Chambéry, ça donne quoi? C'est quasiment plus de degrés par rapport à la normale 1961-1990. Voilà, on a pris donc 2 degrés en un peu plus de 60 ans, globalement. À l'échelle mondiale, on est à plus 1,5. Sur les continents, ça se réchauffe plus vite, et c'est aussi le cas dans les Alpes, et notamment à Chambéry. Et malheureusement, c'est une partie qui ne va pas être très agréable, hein, la première partie sur les menaces, je suis désolé. on va venir aux solutions après, bien sûr. Mais il faut passer par là pour se rendre compte des enjeux. Hein. Donc malheureusement, on prend la tendance qu'on appelle business as usual. Ça veut dire qu'on continue sur ce scénario qui est très négatif, avec des très fortes hausses d'émissions de gaz à effet de serre qui nous amènent à plus 5 degrés en 2100. Alors, plus 5 degrés en 2100, vous allez me dire... Ce matin, il faisait peut-être un peu moins de 10, cet après-midi, on n'était pas très loin de 25. 15 degrés d'écart, plus 5 degrés, finalement, c'est pas grand-chose. Ben, plus 5 degrés d'écart, ou même plus 2 actuellement, c'est déjà énorme. Ça, c'est la carte de l'Europe, tout à gauche, il y a 20 000 ans, lorsqu'on était à la dernière âge glaciaire. On avait une banquise de 3 km qui descendait au milieu de l'Allemagne. On pouvait rejoindre l'Angleterre à pied, notamment dû au fait que la mer était 120 mètres plus bas, dû à cette glaciation. Ici, donc, on était sûrement sous la glace, avec une calotte glaciaire de peut-être 1 ou 2 km de haut. Et chez moi, d'où je viens en Provence, c'était la steppe. D'accord. Donc voilà, ça c'était l'état de l'Europe il y a 20 000 ans, avant le réchauffement climatique qui a été naturel. C'est des cycles de Milankovitch, hein, c'est des cycles naturels. Et à droite, on connaît l'Europe actuelle. Ce changement climatique, il a pris 10 000 ans à s'effectuer, et il y a une différence de température moyenne à l'échelle globale de 5 degrés. Donc vous voyez la différence des deux climats qu'on pouvait avoir. Aujourd'hui, on parle de quelques degrés du coup, mais non plus en 10 000 ans, mais en 2 siècles. Donc le changement climatique d'origine anthropique est beaucoup plus rapide aujourd'hui. Les impacts sur l'agriculture, il y en a plusieurs. C'est l'apparition tout d'abord de maladies et de ravageurs qu'on n'avait pas avant dans différentes filières agricoles. On a des aléas climatiques de plus en plus variables, avec des aléas intenses et fréquents qu'on n'avait pas avant non plus, que ce soit des sécheresses, des inondations, des épisodes de grêle, etc. On a ce qu'on appelle des décalages des cycles phénologiques. Ça veut dire qu'on a, notamment en viticulture, mais aussi en arboriculture,
une précocité de la maturité des fruits. Notamment, c'est le cas des vendanges qui sont décalées petit à petit chaque année, de plus en plus précoces, dû à la chaleur. On a un stress hydrique sur les animaux, notamment en temps de canicule. On sait très bien que, par exemple, les bovins, avec les canicules, produisent moins de lait. Et on a une pression sur la ressource en eau, puisqu'on a une pluviométrie de plus en plus aléatoire. Donc on a une pluviométrie qui, globalement, est stable à l'année, mais qui varie de plus en plus avec des épisodes intenses et des épisodes sèches assez longs. En lien avec le changement climatique, on a un dérèglement du cycle de l'eau verte. Alors ça, il y a peu de monde qui le connaît, ce dérèglement-là. Le cycle, vous connaissez tous le cycle de l'eau bleue. Donc c'est le cycle qu'on apprend à l'école, le cycle classique. L'eau s'évapore des océans, se condense dans les nuages, il pleut et ça ruisselle. Globalement, ça fait la boucle comme ça. Le cycle de l'eau verte, c'est un autre cycle, ce qu'on appelle le petit cycle de l'eau, et c'est lié à l'évapotranspiration des arbres. Donc en fait, les arbres prennent leurs ressources en eau grâce à leurs racines et transpirent une partie de cette eau qui retourne dans l'atmosphère, se déplace avec le vent et il pleut de nouveau un peu plus loin. C'est ce qu'on appelle le cycle de l'eau verte. Ce cycle de l'eau verte est dégradé pour 3 raisons, notamment à cause de la déforestation. C'est le cas en Amazonie, mais aussi en Afrique tropicale, mais aussi en Indonésie. Si vous avez moins d'arbres, forcément, vous avez un cycle de l'eau verte qui est dégradé. C'est dû aussi à l'épuisement des sols agricoles et de leur rétention en eau. Si vous avez des sols agricoles qui sont compacts, qui sont morts, dans lesquels il n'y a plus de vie, vous avez de l'eau qui va ruisseler directement sur le sol et emporter ce sol. Si vous avez un sol vivant avec de la matière organique, cette eau, elle va tout simplement rester dans le sol un petit moment et s'évaporer beaucoup moins. Donc c'est dû aussi à la dégradation de nos sols agricoles. Et enfin, c'est dû, 3e raison, à l'artificialisation des sols. Si vous avez des sols bétonnés, forcément, vous dégradez aussi le cycle de l'eau verte. Donc, on a une pluviométrie aussi de plus en plus aléatoire. Et ça, c'est à la fois dû au changement climatique, mais à la fois dû à cette dégradation du cycle de l'eau verte. Les deux sont dans une boucle de rétroaction positive, c'est-à-dire s'influencent l'un et l'autre. L'enjeu numéro 2, c'est en lien avec la biodiversité. Alors la biodiversité, on peut l'avoir de 2 manières. On a la biodiversité sauvage et la biodiversité cultivée. Les deux, on a un problème sur les deux, un problème d'effondrement. La biodiversité sauvage, en agriculture, on a 3 grands types d'espèces animales qui nous servent directement en agriculture. C'est ce qu'on appelle des espèces qui nous rendent des services écosystémiques. On a tout d'abord les pollinisateurs, sans lesquels on aurait beaucoup moins de fruits et de légumes sans ces pollinisateurs, voire quasiment plus. On a la faune du sol, on l'oublie souvent, mais toute la faune du sol qui est sous nos pieds permet de minéraliser la matière organique et procure des sels minéraux aux plantes. Cette faune du sol, elle est aussi en péril, je vous en ai parlé, et on a une dégradation de la vie biologique du sol. On a les auxiliaires de culture, ce sont les ravageurs, les prédateurs de nos ravageurs. Si on a moins d'auxiliaires de culture, on fait plus appel à des pesticides pour lutter contre les ravageurs. Les auxiliaires de culture sont vraiment des amis pour lutter contre les ravageurs. Cet effondrement de la biodiversité sauvage, elle existe partout dans nos campagnes et elle est due notamment aux pesticides. Mais on a aussi un effondrement de la biodiversité cultivée. Dans le monde, on a 6000 plantes qui sont cultivables, comestibles. Aujourd'hui, on en cultive moins de 200. Et sur ces 200, il y en a seulement 9 qui représentent 66% de la biomasse à l'échelle mondiale. Donc en fait, si on doit peser l'ensemble de nos plantes cultivées, il y en a seulement 9 qui représentent 66% de ce poids de plantes cultivées. Donc là, on a un problème aussi, et je vais y revenir après, de biodiversité, mais de biodiversité cultivée. Alors, au niveau des insectes, on a perdu environ 41% des insectes en 10 ans. Certains scientifiques disent, d'après certaines études, il n'y a pas encore un consensus là-dessus, que cet effondrement de la biodiversité qu'on connaît aujourd'hui est plus rapide que celui des dinosaures.
Cet effondrement de la biodiversité, il a plusieurs causes. En orange, je vous ai mis les causes globales. Donc vous avez la destruction des habitats, due notamment à l'artificialisation des sols, des sols et la déforestation, mais aussi tous les types de pollution. Les espèces exotiques envahissantes, on a notamment en tête le frelon asiatique, le changement climatique, qui est une des causes de la perte de biodiversité, et la surexploitation des ressources, mais ça on est plus dans le cas de la pêche, où on pêche plus de poissons que ce que le stock de poissons peut se renouveler, tout simplement. En rouge, c'est les causes liées directement à l'agriculture. Les pesticides. Les pesticides, je vous rappelle que, par définition, ils sont conçus pour tuer. Donc forcément, c'est majoritairement les pesticides qui ont un impact, notamment sur les insectes étant à la base de toutes les chaînes alimentaires, de tous les réseaux trophiques, ça a un impact sur l'ensemble du vivant. Le labour, le fait de retourner les horizons du sol, on va mettre des micro-organismes qui sont habitués à vivre à 20-30 cm sous terre, les mettre en surface, tout simplement, on modifie complètement leur milieu de vie et on assiste aussi à un effondrement biologique de la vie du sol. La monoculture, mais aussi les engrais de synthèse. Alors les engrais de synthèse, on se demande pourquoi les engrais de synthèse ont un impact directement sur la biodiversité. Ils ont un impact sur un organisme vivant, notamment sur les champignons. Les champignons mycorhiziens sont en symbiose avec les plantes, les arbres, mais aussi l'ensemble des plantes. Ces plantes-là reçoivent des sels minéraux du champignon et en échange, elles lui donnent du sucre. Si vous mettez des engrais de synthèse, la plante va se nourrir directement des engrais et la symbiose va tout simplement ne plus avoir lieu. Donc le champignon va tout simplement mourir. Et enfin, cinquième cause, la disparition de ce qu'on appelle les infrastructures agroécologiques, les IAE. Les IAE, ce sont tous les éléments du paysage agricole qui ne sont pas productifs, mais qui ont un véritable lien avec la biodiversité. Donc ça peut être une haie, ça peut être une mare, ça peut être un bosquet, ça peut être un muret, etc. Tous ces éléments du paysage servent à la biodiversité et notamment aux auxiliaires de culture. Troisième enjeu, ne vous inquiétez pas, on va arriver aux solutions après, c'est l'épuisement des ressources énergétiques et minières. En moyenne, lorsqu'on mange, c'est une moyenne nationale, quand on mange une calorie alimentaire, nous, il nous en faut à peu près 2000 par jour en moyenne, ça dépend si on fait beaucoup de sport, ou ça dépend de notre pratique physique, etc. Une calorie alimentaire, on en consomme 10 de pétrole. Donc en fait, cette phrase-là prouve complètement notre dépendance au pétrole pour se nourrir. Alors ça dépend bien sûr de ce que vous consommez et où vous l'achetez, mais c'est une moyenne nationale. Or le problème du pétrole, il y en a deux, c'est que d'une part, c'est une des causes principales des émissions de gaz à effet de serre, mais d'autre part, c'est que on arrive à l'ère de déclin de la production de pétrole. Vous voyez, on est en 2025, on est quasiment au sommet de cette courbe, c'est ce qu'on appelle le pic pétrolier. En ce moment, on est plutôt sur un plateau. Le pic pétrolier du pétrole conventionnel est passé en 2007 à peu près, et depuis, on essaye de reculer ce pic avec notamment du pétrole de schiste. Et voilà, dans tous les cas, ça va décliner. Certains disent 2030, 2035. Enfin voilà, il nous reste quelques années avant que la production mondiale de pétrole décline. Eh ben, il nous reste les énergies renouvelables. On va faire des tracteurs électriques et tout va bien se passer. Eh ben pas vraiment. Pas vraiment parce que vous voyez qu'en noir, rouge et jaune, vous avez l'ensemble des énergies fossiles. Le gaz, le pétrole et le charbon, ça c'est le mix énergétique mondial. Ce qui est tout en haut, là, bleu et vert, vert c'est le nucléaire, c'est les énergies renouvelables plus le nucléaire du coup, et ça fait qu'une toute petite partie finalement du mix énergétique mondial. Alors je vous ai parlé du pétrole, mais aussi d'autres éléments qui sont indispensables, je ne vais pas tous les citer, mais j'en cite encore deux autres. À la production agricole, on a le phosphate, donc NPK, l'azote, phosphate, potassium, c'est les trois éléments principaux pour que les plantes puissent pousser. Le phosphate, son pic est attendu entre 2030 et 2035.
Donc le phosphate, c'est dans les mines qu'on va chercher du phosphate. Et de la même manière, les mines, c'est des ressources qui sont non renouvelables. Et le gaz, on s'en sert pour créer les engrais azotés. Il y a 2-3 ans, on a eu un pic, enfin une augmentation du prix du gaz qui a eu une conséquence directe sur l'augmentation du prix des engrais azotés. Et le pic du gaz, je n'ai plus de date exacte, mais il est un peu plus lointain, mais ça prouve aussi que dans tous les cas, le gaz n'est pas une énergie illimitée et que voilà, on a besoin de gaz en tout cas pour avoir des engrais de synthèse. Et donc, c'est la notion de peak everything. La notion, le fait que toutes nos énergies et toutes nos ressources minières passent par un pic de production au cours de ce siècle. Quatrième enjeu, c'est ce qu'on appelle l'artificialisation et l'épuisement des sols agricoles. En 50 ans, le taux de matière organique est passé de 4% à 1,3% en moyenne dans nos sols. La matière organique, il faut la voir comme une éponge. Ça veut dire que d'une part, c'est elle qui nourrit la vie biologique du sol, mais d'autre part, c'est elle qui permet justement d'absorber l'eau et de garder l'eau dans les sols. Pourquoi on a moins de matière organique aujourd'hui? Tout simplement parce que depuis la révolution verte, années 50-60, on a remplacé la matière organique par les engrais de synthèse. On a coupé le lien entre l'élevage, je ne fais pas une généralité, pas partout, mais on a coupé quand même globalement le lien entre l'élevage et la production végétale, l'élevage qui a apporté de la matière organique dans nos champs. Du coup, les conséquences, c'est qu'on a une structure du sol qui est moins bonne, on a, comme je vous l'ai dit, une rétention utile en eau qui baisse, on a moins d'éléments nutritifs, donc encore plus d'engrais de synthèse pour nos plantes, et on a moins de vie biologique dans le sol, donc des sols beaucoup plus compacts et soumis à l'érosion. Ça, c'est en termes de qualité, mais en termes d'artificialisation, ça, c'est une carte de Chambéry. Alors, je ne sais pas où on est sur la carte exactement, mais c'est une photo aérienne en 1950. Voici Chambéry, 70 ans plus tard. Donc, je vous passe l'un et l'autre. Donc, vous voyez la différence? Ouais, mais on voit quand même la différence. C'est que, en fait, la ville s'est énormément étendue sur des terres fertiles, puisque l'homme, à la base, dans toutes les villes du monde, s'est installé sur des terres fertiles. Évidemment, pas toutes les terres sont fertiles, mais généralement, l'homme s'est installé à créer des villes, en général proches des cours d'eau, là où on avait des terres les plus fertiles. Donc, augmenter les tailles des villes et artificialiser, c'est manger du terrain, en tout cas sur des terres qui sont d'autant plus fertiles. Donc c'est l'équivalent de la surface d'un département moyen qui est artificialisé tous les 10 ans en France. D'autres menaces, et je vais finir là-dessus les menaces, les crises géopolitiques. On a par exemple la guerre en Ukraine qui a déclenché des conséquences sur la production de blé. On a la crise sanitaire, donc le Covid, où on a eu un problème de main-d'œuvre. On a la crise économique de 2008 qui a créé un problème au niveau des émeutes de la faim dans différents pays africains. Et un problème de blackout qui est un problème potentiel. On l'a vu en Espagne il y a quelques semaines. Un blackout sur plusieurs jours pourrait avoir des conséquences énormes sur le système alimentaire. Alors, avant de venir aux solutions, une dernière diapo, c'est les fuites en avant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mis en place aujourd'hui pour faire face à ça. Eh ben, c'est globalement des choses qui sont ce qu'on appelle des maladaptations. Maladaptation, ça veut dire qu'on ne prend pas le problème au sens large, on ne prend pas le problème au sens systémique, mais on va toujours plus loin dans ce délire de trouver des solutions qui ont des conséquences encore plus néfastes, en fait. Donc vous avez le premier exemple, c'est la géo-ingénierie, ça veut dire qu'on a un problème de climat, on a un problème de production végétale, et ben, il y a certains cas qui ont été testés où on va balancer de l'iodure de sodium ou d'autres produits chimiques dans l'atmosphère pour faire pleuvoir. D'accord, ça existe à petite échelle, mais c'est en train d'être développé. Il y a ce qu'on appelle l'agriculture de précision, ça veut dire utiliser la robotique, utiliser l'intelligence artificielle
pour être plus précis dans la dose d'engrais que je vais mettre sur telle plante, la dose de pesticides que je vais mettre sur telle plante. Et là, encore une fois, on le verra après, mais on rentre dans une dépendance au numérique qui est absolument contraire à l'agroécologie. Vous avez même l'exemple d'une start-up qui développe un robot pollinisateur. Et enfin, l'exemple que vous connaissez bien aussi, c'est les méga-bassines et tout l'enjeu qu'il y a autour de ces méga-bassines qui privent les petits agriculteurs de l'eau et qui privent aussi tous les écosystèmes autour de ces méga-bassines de l'eau qui ruisselle. Voilà un peu pour les menaces. Donc on a vu, il y en a plein. On voit que du coup, le système alimentaire est très vulnérable, qui a des risques, en tout cas de pénurie et de d'effondrement, mais on va voir aussi qu'un autre système robuste, on va voir la définition de robuste, peut arriver, peut exister, et en tout cas est souhaitable. Alors, qu'est-ce que c'est que la robustesse d'un système alimentaire? C'est assurer la pérennité du système alimentaire malgré les fluctuations. On a vu qu'on arrive dans un monde fluctuant, que ce soit sur le plan climatique, mais aussi économique, géopolitique, énergétique. Et l'idée de la robustesse, c'est de dire comment on va faire pour avoir un système alimentaire périn. J'ai élaboré 6 critères: l'hétérogénéité, l'interaction, l'ancrage local, la vision systémique, la circularité et la redondance. On va balayer ces 6 critères pour voir comment ces critères s'appliquent au système alimentaire. D'une part, le système alimentaire actuel qui n'est pas du tout basé sur ces critères-là, et le système alimentaire souhaitable, robuste, qui va se baser sur ces critères-là. Le premier, c'est l'hétérogénéité. L'idée, c'est de diversifier les éléments du système alimentaire à toutes les échelles. Quand je parle des éléments, je vous ramène au petit schéma que je vous ai montré au début, avec tous les acteurs, tous les types d'acteurs qu'on peut retrouver dans le système alimentaire. L'idée, c'est de les diversifier à toutes les échelles. Alors, premièrement, le système alimentaire performant, il est ce qu'on appelle hyper spécialisé. On a une hyper spécialisation des territoires. En moyenne, en France, on a 2% d'autonomie régionale. Le territoire qui a le plus d'autonomie alimentaire, c'est celui d'Avignon avec 7% d'autonomie alimentaire. D'où le flux incessant de camions qu'on a sur les routes. Ça veut dire que d'une part, toute notre alimentation en fait ne fait que traverser notre pays, voire vient d'autres pays, mais globalement, on n'arrive pas à produire ce qu'on mange sur notre territoire. On a aussi, en termes d'hétérogénéité, qu'on n'a pas, c'est la faible diversité des cultures. J'en ai déjà parlé un petit peu avec la biomasse et les 9 espèces végétales qu'on cultive. Mais une autre notion, c'est de dire que 3 espèces végétales, le riz, le maïs et le blé, produisent 60% des calories et protéines végétales consommées par l'homme à l'échelle mondiale. Qui dit peu d'hétérogénéité, dit peu de robustesse. Un système alimentaire robuste, ça serait de diversifier les productions au sein d'un territoire ou de ce qu'on appelle une biorégion. L'idée, c'est de tendre vers l'autonomie. On ne pourra jamais être autonome à l'échelle d'un territoire. On a besoin d'huile d'olive, ici on ne va pas cultiver des oliviers. En termes climatiques, ça ne passera pas. L'idée, en tout cas, c'est de tendre vers l'autonomie. Si on peut avoir 20, 30, 40% d'autonomie régionale, ça serait déjà un super progrès. Diversifier les systèmes de culture, donc cultiver variétés, races d'animaux, d'élevage diversifiés au sein d'une même ferme. Il faut arrêter d'avoir au sein d'une même ferme un seul atelier de production. Avoir que du blé, pour l'agriculteur, en tout cas, c'est pas un signe de robustesse. Il faut diversifier et avoir différentes compétences, mais au sein d'une ferme, diversifier les systèmes de culture permet d'être plus robuste, d'avoir différents ateliers de production, du maraîchage, un peu d'arboriculture, un peu d'élevage, etc. Diversifier l'ensemble des transformateurs, distributeurs au sein du territoire à petite échelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas que la production, mais il y a aussi l'ensemble des acteurs, donc les transformateurs, les distributeurs, etc., qui doivent être localisés sur le territoire. En termes d'interaction, deuxième critère, multiplier les interactions positives des éléments du système. Ça, c'est le deuxième critère que j'ai élaboré.
Un système alimentaire performant a quasiment que des interactions qu'on appelle négatives. La mondialisation, par exemple, alors certes, ça nous permet d'avoir du café et du chocolat, ce qui est une bonne chose, j'en raffole, mais on a, par exemple, quand ça va trop loin, avec le Mercosur, c'est un exemple très récent, un accord de libre-échange qui met en concurrence des productions qui nous viennent de l'autre bout du monde avec nos productions locales. Et donc là, on va aussi à l'inverse d'un modèle robuste. On a une dépendance à l'agrochimie et avec des contrats aussi entre les agriculteurs et l'agro-industrie qui créent des interactions, mais qui sont des interactions plutôt négatives, du coup, dans ce sens-là. Et peu de relations écologiques dans le paysage. Ça veut dire qu'on n'a pas ce que l'on souhaite, des interactions positives. Et là, je vais parler d'écotones. Les écotones, c'est des paysages qui sont variés en termes de mosaïque paysagère. Et un écotone, c'est justement la limite entre deux éléments du paysage. Le meilleur exemple, c'est une lisière, par exemple, ou une haie. Ça permet c'est la limite entre deux écosystèmes. C'est là où la biodiversité est la plus riche. Multiplier les débouchés économiques locaux, donc si on produit localement, autant vendre localement. Mettre en place des cultures associées, donc là le meilleur exemple c'est le blé qui va être associé avec une légumineuse par exemple. Les légumineuses, c'est la seule plante à être capable de capter le diazote atmosphérique. Donc le diazote atmosphérique va être capté par ces légumineuses et va enrichir le sol en azote et va permettre de nourrir ensuite le blé. Donc ça, c'est quelque chose qui est expérimenté de plus en plus. Une nouvelle interaction positive. L'ancrage local, c'est relocaliser au maximum les éléments du système alimentaire à une échelle territoriale. Donc un système alimentaire performant comme on le connaît aujourd'hui, je vous en ai parlé déjà, j'ai remis la citation, on consomme 10 calories de pétrole pour aboutir à une calorie alimentaire dans notre assiette. Donc on n'a pas du tout d'ancrage local. Et en plus de ça, les conséquences, c'est des émissions de gaz à effet de serre. Un système alimentaire robuste permettrait de simplifier les chaînes d'approvisionnement et relocaliser l'ensemble des acteurs du système. Ça veut dire qu'on va essayer d'avoir l'ensemble du système alimentaire, de la production à la consommation, de manière locale, sans éviter ce va-et-vient justement incessant de camions qui vont permettre de déplacer notre nourriture. Et ça a conséquence, une meilleure traçabilité, une confiance entre le producteur et le consommateur, et il peut se développer des réseaux d'entraide, etc. Et des nouveaux systèmes d'échange comme la sécurité sociale de l'alimentation. Je viendrai là-dessus un peu plus tard. Quatrième ou cinquième critère, je sais plus où j'en suis, la redondance. Dupliquer certains éléments fonctionnels du système afin de parer aux potentielles défaillances. Ça veut dire quoi? Que si j'ai des acteurs qui sont au centre des chaînes d'approvisionnement, si j'ai un problème sur cet acteur-là, c'est tout le système, enfin c'est toute la production qui ne peut pas arriver jusqu'au consommateur. L'idée, c'est la redondance, c'est-à-dire d'avoir différents acteurs qui assurent la même fonction. Donc c'est pas le cas pour le système alimentaire actuel, puisqu'on a 92% du marché qui est géré par 4 centrales d'achat. Carrefour, Auchan, enfin toutes les grandes surfaces que vous connaissez sont gérées par 4 centrales d'achat. Tous les aliments qu'on achète en grande surface, quasiment tous, passent par ces centrales d'achat. Donc c'est 4 grandes multinationales qui gèrent l'ensemble de cette nourriture. Pour les pesticides, on a 4 entreprises dans le monde qui contrôlent 70% du marché des pesticides. Donc de la même manière, avoir des acteurs économiques aussi importants n'est pas signe de robustesse. On a un système à flux tendu, on en a parlé. Qui dit à flux tendu dit en tout cas peu de robustesse, et des systèmes de production qui sont spécialisés, j'en ai déjà parlé. Un système alimentaire robuste, c'est des acteurs, multiplier les acteurs. Vous voyez qu'on retrouve un peu les mêmes notions dans chaque critère. Les acteurs du système alimentaire à petite échelle, avoir des coopératives de transformation locale, des distributeurs locaux, des producteurs de type micro-fermes, des fermes urbaines, etc. Et multiplier les systèmes de production. J'en suis au 5e critère, la circularité.
raisonner les flux du système alimentaire en boucle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire éviter d'utiliser des ressources qui sont non renouvelables. L'utilisation d'intrants, donc notamment les engrais de synthèse, on a vu que c'est des éléments qui sont non renouvelables et qui perturbent en plus les cycles de l'azote et du phosphore, donc c'est pas un signe de circularité. 1/3 des aliments dans le monde sont gaspillés. On a 1/3 des aliments qui sont produits dans le monde qui sont gaspillés. Donc quand on dit l'agroécologie ne va pas nourrir le monde, on devrait d'abord s'attarder au problème de gaspillage. Et je vais vous montrer aussi que l'agroécologie, il y a des exemples de plus en plus qui fonctionnent, que ce soit en termes de rendement, mais en termes aussi de coût pour le consommateur et aussi de rémunération pour l'agriculteur. Et je vous en ai parlé, la matière organique est peu recyclée. D'accord ? L'idée, c'est que avant les années 1950-1960, avant la révolution verte, on avait une matière organique qui était recyclée et qui permettait d'enrichir nos sols pour notre production végétale. Et un système alimentaire robuste, l'idée, c'est que les déchets deviennent des produits. Donc revaloriser le compost, le lisier, le fumier, etc. pour enrichir nos sols en matière organique. Et du coup, s'inspirer du modèle qui s'appelle la polyculture élevage. Et bien sûr, éviter les déchets, notamment le plastique et l'ensemble des emballages que l'on connaît tous en lien avec l'alimentation. Dernier critère, c'est avoir une vision systémique. Pour éviter les maladaptations dont je vous ai parlé tout à l'heure, l'idée c'est de voir les choses de manière large, de manière globale, et de trouver des solutions qui nous permettent de répondre à l'ensemble des menaces dont je vous ai parlé. Donc avoir une vision systémique, c'est avoir une approche complexe et globale des enjeux et des solutions en prenant en compte l'ensemble des causes et des conséquences. Le système alimentaire actuel a d'énormes externalités. C'est ce qu'on appelle les externalités négatives, sanitaires, environnementales et sociales. C'est quoi une externalité? C'est l'exemple de je suis par exemple un réseau d'agriculteurs intensif, qui utilise des produits chimiques, qui pollue l'eau, qui va prendre en compte le coût du traitement de l'eau, c'est la société, enfin c'est l'État, c'est donc notre argent, et ça ne retombe pas sur le coût du produit vendu par l'agriculteur. Je prends un autre exemple, McDo, quelqu'un qui mange tout le temps McDo, au bout d'un moment, il va tomber malade. Qui va prendre en compte les soins apportés à cette personne-là? De la même manière, ça va être la société, donc c'est notre argent. D'accord? C'est ça une externalité. Ça veut dire que c'est un coût qui n'est pas répercuté sur le prix du produit en lien avec ses conséquences négatives financières sur la société. Et ça me mène à cette phrase, si le prix de la nourriture n'a jamais été aussi faible, son coût réel n'a jamais été aussi élevé. Le prix de la nourriture, en termes de budget alloué à l'alimentation par foyer, il n'a jamais été aussi faible. Il est à peu près autour de 15% aujourd'hui. Dans les années 50, il était autour de 30%. Ça veut dire qu'une famille allouait 30% de son budget pour l'alimentation. Aujourd'hui, on est passé à 15%. D'accord ? Alors, bien sûr, je ne parle pas d'inflation, je ne parle pas de coût réel, je parle de coût en lien avec le budget familial. Donc là, la nourriture a jamais coûté aussi peu cher. Mais par contre, son coût réel, dû à ces externalités, le coût que ça pèse sur la société, dû à ces pollutions, dû à ces problèmes sanitaires, n'a jamais été aussi élevé, mais il est difficile à calculer. C'est ça, avoir une vision systémique, et c'est du coup ne pas tomber dans l'erreur de la maladaptation, dont je vous ai déjà un petit peu parlé, avec l'agriculture de précision, la robotique, l'intelligence artificielle, où on développe une nouvelle dépendance. Après avoir une dépendance aux intrants, une dépendance au pétrole, on a une nouvelle dépendance qui est celle au numérique. Et là, on va à l'encontre de la robustesse. Les mégabassines, j'ai déjà évoqué un petit peu, on est encore dans une maladaptation, et les méthaniseurs dans certains cas. Avoir un système alimentaire robuste, c'est au contraire utiliser les pratiques agricoles durables, comme l'agriculture régénératrice, l'agroécologie, l'agriculture biologique, le maraîchage sur sol vivant, l'agroforesterie, la polyculture élevage, les microfermes, tout ça, c'est des agricultures qui justement
en les mettant en place, permettent de régénérer l'ensemble du vivant, capter du carbone, lutter contre l'érosion du sol, refertiliser nos sols, etc. Donc en mettant en place ce genre d'agriculture, on joue sur tous les domaines à la fois. Et enfin, réduire la production et la consommation de produits d'origine animale. J'ai envie de préciser d'élevage intensif, notamment, il faudrait bannir l'élevage intensif. Mais l'élevage est important, on l'a dit, pour justement fertiliser nos sols. Réduire la consommation de viande, oui, parce qu'on mange beaucoup trop de viande, on n'a pas besoin d'autant de viande. Mais la bannir complètement, imaginez un monde sans élevage, ne serait pas possible pour la production végétale, justement, pour fertiliser nos sols. Mais en tout cas, la réduire permettrait de diminuer notre empreinte écologique, fortement. Alors, on va arriver à la partie la plus intéressante, qui est que faire? Parce qu'une fois qu'on a tous ces éléments, j'espère vous avoir appris quelques notions, mais en tout cas, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, en tant que citoyens, pour justement faire face à ce problème qui paraît un peu insurmontable? Tout d'abord, il y a 3 transitions. Il n'y en a pas qu'une, il y a 3 transitions agroécologiques. Déjà, en tant que consommateur, on peut avoir un régime alimentaire différent. Ça veut dire d'avoir, comme je vous l'ai dit, manger plus végétal, mais aussi éviter de gaspiller, de diminuer en tout cas le gaspillage alimentaire et la surconsommation, et manger local, de saison, biologique. Pour les producteurs, c'est tout simplement généraliser l'agroécologie. Je vais venir après un petit peu sur les pratiques agroécologiques, qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'agriculteur. Et enfin, en tant que politique locale, etc., on peut reterritorialiser et créer des circuits courts, locaux, et rediversifier nos territoires. En termes de transition de régime alimentaire, il faut savoir que la viande, ou les produits d'origine animale, la conséquence n'est pas seulement déjà le bien-être animal, ce n'est pas seulement les émissions de gaz à effet de serre causées par les bovins, mais c'est aussi une question de place. 85% de nos céréales en France sont destinées à alimenter le bétail. Donc si on mangeait moins de viande, on gagnerait énormément de place pour nos espaces naturels, mais on consommerait directement cette production végétale qui sert aujourd'hui en majorité à nourrir le bétail. Du coup, toujours en tant que consommateur, en tant que mangeur, l'idée, comme je vous l'ai dit, c'est de diminuer le gaspillage alimentaire, donc 1/3 en moins en 2050, divisé par 2 en 2050, le gaspillage alimentaire, surconsommer moins, 1/3 en moins en 2050, et switcher dans le ratio 1/3, 2/3 de protéines animales, protéines végétales, avoir l'inverse, donc plutôt consommer 2/3 de protéines végétales par rapport à 1/3 de protéines animales d'ici 2050 aussi. Donc ça, c'était en tant que consommateur. En tant que producteur, voici, je vais les balayer rapidement, l'ensemble des pratiques agricoles en lien avec l'agroécologie. D'abord, les couverts végétaux. Les couverts végétaux, c'est quoi? C'est tout simplement le fait d'avoir une production végétale sur l'ensemble de l'année qui couvre nos sols. Quand vous voyez des sols nus, notamment en hiver, c'est une aberration écologique. Pourquoi? Parce que ces sols-là sont soumis à l'érosion à la prochaine pluie. Avoir des sols couverts en interculture permet justement de protéger nos sols et de les enrichir en matière organique, d'avoir des racines qui vont aérer le sol, etc. Augmenter le taux de matière organique, on en a déjà parlé. Diversifier les cultures, je ne vais pas m'attarder dessus parce qu'on en a déjà parlé aussi. Gestion de la ressource en eau, alors là, on en a évoqué aussi avec le cycle de l'eau verte. Avoir une gestion de la ressource en eau, notamment avec des pratiques comme l'hydrologie régénérative, qui est une science assez nouvelle qui commence à émerger, est vraiment en lien, et ça va être un des enjeux de ce siècle aussi. L'agroforesterie, donc mettre l'arbre au cœur de nos systèmes de production, est une bonne chose pour plein de raisons. Le fait que l'arbre va aller chercher des éléments nutritifs et de l'eau beaucoup plus en profondeur que nos cultures, vont permettre de créer des microclimats. Sous un arbre, il fait moins chaud en temps de canicule et il fait
plus chaud en temps lorsqu'il gèle, etc. Donc un arbre permet de réguler le climat à l'échelle micro. Et en plus de ça, il peut servir de brise-vent, il peut lutter contre le vent en cas d'intempéries trop intenses. Il permet d'enrichir aussi les sols en matière organique, etc. Diminuer le labour. Il existe des agricultures qui utilisent quasiment plus le labour. De la même manière, je vous ai dit, retourner les horizons du sol, on tue la vie biologique du sol, donc on peut diminuer, voire arrêter complètement le labour. Remettre en place des infrastructures agroécologiques. Alors, on entend beaucoup parler de replantation de haies. C'est une très bonne chose, mais malheureusement, en France, on arrache 20 000 km linéaires de haies par an et on en plante 5 000. Donc on en arrache encore plus que ce qu'on en plante encore aujourd'hui. Et pourtant, les haies, on sait très bien que c'est un refuge de biodiversité. De la même manière, ça coupe contre le vent, ça a plein de vertus par rapport à la production. Les cultures associées, j'en ai parlé. Associer une légumineuse et une céréale, par exemple, mais ça peut être aussi en maraîchage. Je ne sais pas si vous avez en tête cette association qui s'appelle la Milpa, où on met un plant de maïs avec le haricot qui tourne autour et les courges qui vont couvrir le sol. Et voilà, les 3 sœurs, Milpa. Donc des associations, il y en a plein, que ce soit en permaculture ou en agroécologie. Réduire l'utilisation d'intrants, voire les supprimer, les intrants de synthèse, donc engrais de synthèse et pesticides. Choisir des variétés résistantes et anciennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que depuis le début de l'agriculture, on a toujours sélectionné des variétés selon certains critères. En général, c'était en lien avec la production. Depuis le début de l'agriculture, il y a 10 000 ans, les agriculteurs ont toujours fait ça. Aujourd'hui, on a sélectionné des variétés basées uniquement sur le rendement. On ne cherche plus à voir si cette variété-là est résistante à un tel ravageur, a du goût, a des éléments nutritifs au sein de vos tomates, etc., assez intéressants pour notre organisme, à nous. Mais on a choisi uniquement des variétés qui ont un bon rendement. Aujourd'hui, il faut revenir à des variétés qui sont résistantes à certains ravageurs, à certaines maladies, et qui peuvent, par exemple, être plus résistantes à certaines sécheresses, etc. Je vous prends un exemple, c'est un monsieur qui habite vers Montpellier, qui s'appelle Pascal Pot, qui a planté dans la garrigue des plants de tomates. Il les a plantés, il n'a pas touché de l'année, il les a pas arrosés, etc. Donc sa production était très médiocre. Il a récupéré les tomates, les seules tomates qu'il avait, il a récupéré les graines de tomates, il les a conservées, l'année d'après il a fait la même chose. Il n'a pas arrosé, etc. En pleine garrigue, dans le sud de la France, production très médiocre, il les a récupérés. Il a fait ça pendant 20-30 ans, et au final, il a développé, en fait, tous les agriculteurs ont toujours fait ça, et aujourd'hui l'INRAE fait ça aussi, mais il a développé des tomates qui ont besoin quasiment, ou voire très peu en tout cas, d'eau. Parce que cette variété-là, c'est petit à petit sélectionné génétiquement, je trouve pas le terme, mais a permis une sélection génétique des tomates et a permis d'avoir des tomates qui ont beaucoup moins besoin d'eau. Donc lui, il a pris le critère eau, mais ça pourrait être un autre critère qui pourrait être résistant notamment à une certaine maladie qui nous pose problème sur une certaine production, etc. Donc ça, l'INRAE travaille beaucoup là-dessus. Et voilà, comme je vous ai dit, l'agriculture a toujours fonctionné comme ça, mais il est intéressant d'aller chercher des variétés qui sont plus résistantes, plutôt d'aller chercher des variétés qui sont seulement basées sur un bon rendement. Revenir à des modèles polyculture élevage, donc ça je vous l'ai expliqué, d'un côté on va nourrir notre bétail avec notre production végétale, et de l'autre côté on va nourrir nos sols avec les effluents d'élevage. Et j'ai mis le paillage, ou ce qu'on appelle le mulch. Ça, c'est plus pour le maraîchage, où on va couvrir nos sols avec de la paille, du BRF, du bois raméal fragmenté, donc c'est des petits copeaux de bois. Tout ça pour justement protéger notre sol, l'enrichir en matière organique, etc. Ça, c'est valable en maraîchage. Reterritorialiser nos systèmes alimentaires. J'en ai déjà parlé dans les diapos d'avant, mais l'idée, c'est de produire à proximité, d'où l'agriculture urbaine aussi, du lieu de consommation et réduire la dépendance aux énergies fossiles. Et du coup, diversifier nos territoires, arrêter d'avoir des territoires qui sont trop spécialisés en termes de production, mais diversifier au sein des territoires.
Et relocaliser, il ne faut pas seulement des producteurs, il faut aussi des filières de transformation, de conditionnement et de commercialisation au sein des territoires. Qu'est-ce qui nous empêche de passer de l'une à l'autre, d'un système performant à un système robuste, finalement, parce que ça a l'air si simple? Eh bien, il y a plusieurs choses. La libéralisation du commerce international. Je vous ai dit, l'exemple du Mercosur, c'est justement d'aller en concurrence, enfin d'avoir une production agricole française qui rentre en concurrence avec une production qui nous vient de l'autre bout du monde. Le poids des lobbies de l'agroalimentaire et de l'agrochimie, les lobbies de l'agrochimie et de l'agroalimentaire qui pèsent sur nos politiques est colossal. Donc forcément, ça a du mal à changer. La précarité alimentaire, aller se nourrir, tout simplement aller acheter bio quand il y a plus d'1 million de personnes qui fait appel à l'aide alimentaire, c'est pas forcément possible, en tout cas pour tout le monde, malheureusement. Une mauvaise répartition des richesses. Il faut savoir que 80% des aides de la PAC, de la politique agricole commune, est destinée à 20% des agriculteurs à l'échelle européenne. Donc on a une énorme disparité en termes de subventions européennes. Donc on a des grands céréaliers qui généralement se portent bien et des petits maraîchers qui galèrent financièrement. Je généralise un petit peu, mais globalement c'est un peu l'idée du système financier agricole européen. Résistance au changement des mentalités. On a 50% des agriculteurs qui partent à la retraite d'ici 10 à 15 ans. Ces agriculteurs, aujourd'hui, ils ont travaillé 30 à 40 ans de la même manière. Allez leur parler d'agroécologie. Là, je parle d'expérience en chambre d'agriculture. Quand je m'adressais à ces agriculteurs, c'était vraiment pas évident de leur faire changer d'avis, ce qui est complètement normal. Donc voilà, on a une résistance au changement par rapport aux mentalités, tout simplement, qui ont du mal aussi à bouger. Des politiques agricoles inadaptées aux enjeux, j'en ai parlé avec la PAC, mais notamment avec ce qu'on appelle le verdissement de la PAC, qui est censé mettre en place des mesures écologiques au sein des subventions et qui, malheureusement, n'est pas du tout à la hauteur des enjeux. Juste une petite diapo sur la mauvaise répartition des richesses. Comme je vous l'ai dit, un agriculteur touche en moyenne, sur un billet de 100 €, quand vous faites vos courses, et encore une fois c'est une moyenne, 6,5 €. 6,5 € qui est destiné à l'agriculteur sur 100 € de courses. Parce que vous avez, vous voyez, de l'agroalimentaire qui prend sa part, d'autres industries qui prennent leur part, des taxes, des services liés au transport, au marketing, à la publicité, les commerçants, etc. Et finalement, seulement 6,5 € revient à l'agriculteur. Sur notre territoire, à Chambéry, on a une baisse des actifs agricoles, puisqu'on est passé en 1988 à 2%, à aujourd'hui quasiment 0,5% d'actifs agricoles sur l'agglomération du Grand Chambéry. J'ai dit Annecy, je crois. Non, c'est bon, j'ai dit Chambéry, parce que comme je viens d'Annecy. Alors qu'en France, on est passé de 3,5 à 1,5 actifs agricoles en 30 ans, donc une baisse globale, que ce soit à Chambéry ou à l'échelle nationale, d'agriculteurs. On a de moins en moins d'agriculteurs, de moins en moins de monde veulent faire ce travail, malgré une lame de fond de néo-ruraux qui s'installe un petit peu, mais globalement, si on fait les comptes, on a quand même de moins en moins d'agriculteurs. Le rythme d'artificialisation, vous voyez qu'il est très élevé à Chambéry, puisqu'il est à 1,5% tous les 5 ans, alors qu'en France, il est en moyenne à 0,5%. Et la part du bio, en moyenne en France, il est autour de 12%. À Chambéry, sur l'agglo, il est autour de 5%. Donc, on a du travail. 3 types d'acteurs. Si jamais ces sujets-là vous intéressent, j'ai relevé 3 grands types d'acteurs. Ça veut dire comment vous avez envie d'œuvrer pour ce système alimentaire durable et robuste, selon comment vous vous sentez, selon votre caractère, selon votre perception des choses. Il y a ce que j'ai nommé les créateurs d'alternatives, ceux qui sont force de proposition, d'initiative pour créer de nouveaux modèles. Ça va être justement les néo-ruraux qui s'installent pour créer
micro-fermes, voilà, ou même voilà, que des acteurs comme Terre de Liens. Voilà, c'est des gens qui proposent, qui sont moteurs d'alternatives. Les militants en opposition, c'est ceux qui s'opposent à, notamment, la diapo que je vous ai montré tout à l'heure, les fuites en avant, donc qui sont une force de lutte s'opposant au système actuel. L'idée, c'est à un moment donné aussi de s'opposer aux aberrations de ce système alimentaire qui va toujours plus loin. Et enfin, les sensibilisateurs, ceux qui sont force de prise de conscience collective. Voilà, moi, aujourd'hui, en tout cas, je me retrouve plus dans cette case-là, mais les trois sont hyper complémentaires. Ceux qui vont sensibiliser, ceux qui vont créer des projets, et ceux qui vont s'opposer au système actuel en perdition. Et ça sera ma dernière slide pour ce soir, c'est qu'est-ce qu'on peut faire, comment on s'y prend, etc. Et bien, il existe un tas d'organismes aujourd'hui qui travaillent, qui œuvrent tous les jours pour créer justement un système alimentaire robuste, un système agroécologique. Je ne vais pas tous les évoquer, la liste est non exhaustive. Je vais commencer peut-être, vous connaissez tous le réseau de l'AMAP, je pense que vous en connaissez tous. Vitalim, en haut, c'est la sécurité sociale de l'alimentation, donc qui propose un modèle complètement différent d'avoir accès à la nourriture, basé sur les mêmes principes de la sécurité sociale pour la santé. Vous avez Réensauvager la ferme. Alors là, je vais vous parler d'un petit exemple que j'avais visité quand j'étais conseiller en chambre d'agriculture avec la ferme du Grand Laval, qui justement a basé sa production sur le vivant, et ils ont des résultats extraordinaires en termes de réensauvagement, c'est-à-dire en termes d'espèces animales qui reviennent sur leur ferme. En fait, quand on met en place des bonnes pratiques, le vivant se réinstalle à une vitesse incroyable. Et c'est vraiment des chiffres qui sont beaux à voir parce que ils sont sur la plaine de Valence avec une agriculture intensive tout autour d'eux. Et c'est un petit oasis, un petit îlot de vie où toute la biodiversité revient avec une bonne production, une bonne rémunération pour les agriculteurs, des produits de qualité et à coût accessible, à prix accessible. Qu'est-ce que je peux évoquer aussi dans cette infographie? Les greniers d'abondance. Ils s'intéressent beaucoup à la résilience alimentaire. Ils ont créé des rapports très intéressants autour de la résilience alimentaire. Voilà, je vous laisserai regarder. Il y a quelques graphiques des greniers d'abondance dans mes slides. Et je vais finir peut-être pour une autre PAC, qui est une association aussi, qui justement œuvre pour essayer de changer les subventions de la PAC en faisant un peu pression et en mettant en place aussi en écrivant des rapports justement sur tous ces chiffres en lien avec la PAC. Voilà, je m'arrête là, je laisse place aux questions, aux remarques, toutes les initiatives locales que vous faites, c'est aussi un temps d'échange entre vous, avec moi. Si vous avez des questions, des remarques, n'hésitez pas. Merci à vous.